Dr Mohamed Nokhari présentera le dialogue interreligieux et le blocage de l'état civil. Le cheikh Mohamed Nokhari est un cheikh sunnite, docteur en droit de l'Université de Poitiers en France. Il est précurseur et porte-flambeau du dialogue interreligieux. Il est juge au tribunal charaïte sunnite et professeur de droit à l'USJ à Beyrouth. Il est ancien directeur général de Dar al-Fatwa et chef du cabinet du Mufti de la République à partir de l'année 1997 jusqu'à 2009. Le cheikh Nokhari est l'un des artisans du rassemblement Ensemble autour de Marie, organisé tous les 25 mars au Liban et dans un nombre croissant de pays. Il a reçu un prix international, le prix du sous-secrétaire général des Nations Unies, Sergio Vieira de Mello, pour l'année 2010, pour la reconnaissance des services dans la promotion de la coexistence pacifique et la coopération des religions, des sociétés et des cultures. Donc, vous êtes le bienvenu, Dr Cheikh Nokhari, et à vous la parole. Merci. Merci. D'une façon qui n'est pas habituelle, je commencerai tout d'abord à préciser que les notes bibliographiques que j'ai utilisées pour mon intervention étaient tirées des documents internationaux contemporains de l'Université Paris X, la Bibliothèque internationale des documents internationaux qu'on appelle le BDIC. Je me suis référé beaucoup aux rapports qui ont été envoyés par le ministère des Affaires étrangères à la SDN sur la situation au Liban et en Syrie. Pour cette raison, je me concentre tout d'abord sur le blocage de l'état civil à l'époque du mandat français, parce que je trouve que c'est pendant le mandat français qu'on a retenu le confessionnalisme du Liban, qu'on a renforcé les données confessionnelles et on a fait blocage aussi à l'état civil. Je commencerai tout d'abord par donner une définition de l'état civil et l'état confessionnel. Pour qualifier un état confessionnel, il y a 5 dispositions qui se trouvent dans la constitution de chaque pays. Si, en cas d'absence de ces dispositions, l'État est reconnu comme un État civil ou laïque. Tout d'abord, la proclamation d'une religion d'État, comme c'est le cas de la majorité des pays arabes. 2, c'est l'appartenance religieuse du chef de l'État et la répartition des fonctions publiques par rapport à l'appartenance religieuse calculée selon l'importance numérique de chaque confession. 3, la conformité de la législation avec les commandements de la religion et l'admission des lois religieuses comme étant soit les sources principales, soit les sources uniques, soit des sources accessoires de droit. 4, la mise en place des tribunaux religieux et ecclésiastiques. 5, l'intervention de l'État dans les affaires religieuses. Bien sûr, si on qualifie les Liban dans son système politique, on se réfère à Edmond Rabat, le professeur Edmond Rabat, qui a qualifié le Liban un cas parmi les autres système politique, un cas sui generis, puisque sa constitution, bien qu'il ne soit pas laïque dans le sens propre du terme, ne prévoit aucune proclamation d'une quelconque religion d'État. Le système libanais est bien sûr, comme vous le savez, c'est un système communautaire ou multiconfessionnel. C'est une version islamique du système multiconfessionnel qui a été pratiqué pendant l'Empire ottoman. Je passe tout d'abord pour vous parler de l'opposition communautaire à l'état civil. Le multiconfessionnalisme a traditionnellement acquis en Orient sous l'Empire ottoman un développement qui lui a procuré, avec une solide armature interne,
tous les éléments d'une vie publique et sociale distincte. La reconnaissance des lois communautaires juives et chrétiennes et la dotation des chefs ecclésiastiques des pouvoirs judiciaires et civils ont transformé la communauté en véritable nation suffisamment autonome, empêchant toute initiative favorable à l'admission d'un État civil. À cela s'ajoute le fait que les musulmans à l'intérieur de ces systèmes se sentaient, comme l'a déclaré à plusieurs reprises le haut commissaire français, comme étant le but même de l'État. Ils admettent, souligne le rapport du colonel Gennardi, adressé au commissaire, comme un dogme incontesté, le caractère musulman de la Syrie, où ils doivent conserver leur prééminence traditionnelle et leurs prérogatives. Cet état des choses n'a pas duré longtemps. Avec le mandat français, ça a changé. À partir des années 30, et en raison des profondes mutations à travers la réorientation progressive des mouvements islamiques, le refus absolu et ontologique de l'entité libanaise s'est transformé en acceptation de facto, assortie de quelques conditions jugées indispensables pour l'acceptation de la nouvelle entité. Un des rapports qui est envoyé par le ministère des Affaires étrangères en France à la SDN faisait en 1928 remarquer que l'orientation des musulmans en ce domaine était diversifiée. Tout d'abord, il y avait une faible minorité dont les adhérents appartenaient aux régions frontières du Nord, au contact immédiat des Turcs, préconisait à l'instar de ceci la laïcisation des institutions de l'État et l'abolition des institutions religieuses. C'était une faible minorité. Deuxièmement, il y avait une majorité plus forte dans le territoire du Sud, notamment les régions de Damas, prenaient la tâche de l'identification entre l'État et la communauté musulmane. La troisième s'était concentrée au Liban plus particulièrement, et elle réunissait une partie des ulama de la population musulmane localisée dans le territoire libanais. Il réclamait, ce qui est important ici, pour l'islam un État autonome et la liberté dont jouissaient les autres communautés. Des questions qui s'imposaient à la France dès le début de l'exercice de son mandat au Liban. Un État civil peut-il être constitué d'emblée en faisant abstraction de ses organes traditionnels héritiers du passé? C'est la première question. La deuxième question, si la France optait pour le maintien ou la généralisation d'un tel régime communautaire, de telles mesures ne s'opposeraient-elles pas à ses souhaits de former au Liban et en Syrie un État déconfessionnalisé, un État civil dans lequel la souveraineté recouvrira tous les domaines de droit public? C'était la deuxième question. Cependant, le SDN et la France des mandats ont été très conservatrices dans ces domaines, et la charte du mandat se montrait aussi plusieurs fois plus conservatrice dans ces domaines. Les mandats, par exemple, dans l'article 8, mentionnait qu'à toute personne la plus complète liberté de conscience, et après, elle mentionnait que toute atteinte aux droits de communauté à conserver leurs écoles. C'était une liberté dans le domaine de l'enseignement. Et aussi l'article 9 qui parlait du régime communautaire en annonçant la généralisation au Liban. Et l'article 10 qui garantit la liberté de l'enseignement aussi. Je passe aux deuxième partie intitulée « Le renforcement des irrédentismes communautaires ». En dépit des tentatives de réformer le droit communautaire
et devant les protestations tant des chefs religieux chrétiens que des musulmans, la France était très souvent obligée de revenir en arrière. Ces démarches allaient dorénavant dans le sens du maintien et parfois même le renforcement des irrédentismes communautaires. La France allait y contribuer en ce qui touche les communautés islamiques, tout au moins par 3 moyens. Premièrement, la mise en place d'une autorité religieuse sunnite. Comme vous savez, à l'époque de l'Empire ottoman, il n'y avait pas une autorité centrale islamique au Liban. Il y avait l'autorité du Cheikh al-Islam à Istanbul. Au Liban, il y avait plusieurs muftis de Tripoli, de Beyrouth, de Tyr, mais il n'y avait pas un seul mufti de la République. C'est pour cette raison que la France a essayé de créer une autorité religieuse suprême sunnite en remplaçant de l'ex-ministère de Waqf ottoman. Cet organe religieux institué par l'arrêté du haut-commissaire numéro 753 du 2 mars 1921 était désigné sous l'appellation du contrôle général des Waqf musulmans. Cet organe était placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République française et la surveillance d'un fonctionnaire délégué par lui n'avait pas, comparativement aux autres communautés qui avaient leur patriarche, des institutions capables de les présenter à l'égard de l'État. Et pour cette raison, on a pensé à faire des muftis de Beyrouth le mufti du Liban, et on lui a donné le pouvoir et les prérogatives semblables aux patriarches maronites. Il y avait bien sûr une discussion à l'intérieur de la communauté musulmane. Est-ce que le mufti peut exercer aussi des attributions politiques? Est-ce qu'on mélange les spirituels et temporels? Et à la fin, les courants qui disaient que le mufti doit réunir tous les pouvoirs entre ses mains, c'est eux qui ont gagné, et le mufti, depuis 1936, a exercé des rôles politiques en même temps que des rôles religieux. La deuxième démarche que la France a contribué, c'était de réduire les compétences des tribunaux shari'i. Les mesures particulières prises par les autorités mandataires en exécution de l'article 6 de la Charte du mandat et qui étaient destinées à assurer le respect du statut personnel des diverses populations et leur intérêt religieux tendaient à maintenir les prérogatives des tribunaux shari'i et chrétiens. L'idée directrice était de chercher le maximum d'égalité entre les diverses communautés du point de vue des droits de juridiction, sans pour autant augmenter l'importance des tribunaux religieux. Parmi les dispositions prises en vue de réduire les compétences des tribunaux shari'i, on peut noter l'arrêté du 7 décembre 1921 du gouvernement du Grand Liban abrogeant l'article 156 de la loi ottomane du 25 octobre 1917 sur le droit de la famille, rattribuer aux chefs religieux chrétiens la compétence en matière de statut personnel qui avait été donnée au Qadi. L'arrêté numéro 261 du 25 avril 1926, qui soustrait aussi aux droits et aux juridictions musulmanes certains chefs de compétences qui n'avaient pas leur correspondant dans le système de droit et de juridiction chrétiens. C'est ainsi que cet arrêté place sous la juridiction des tribunaux civils les matières de testament, succession et tutelle. Néanmoins, devant les mouvements de protestation des musulmans, le président de la République, sur l'avis du haut-commissaire, suspendait provisoirement l'application de l'arrêté numéro 261, le décret-loi libanais du 30 juin 1926 qui en dispose ainsi et discrètement
entériné par un arrêté du haut-commissaire du 3 février 1930, constatant que le décret-loi libanais du même jour s'est substitué au texte provisoire suspendu. À cela, il faut ajouter l'arrêté du haut-commissaire numéro 2987 du 5 décembre 1924 instituant le tribunal de conflit en vue de statuer sur le conflit d'attribution élevé entre les tribunaux confessionnels relevant des différentes communautés. Troisièmement, accorder à l'islam non sunnite une existence communautaire autonome. La juridiction islamique à l'époque des Ottomans reconnaissait une seule autorité, était l'autorité hanafite, le droit hanafite qui était applicable à tous les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites et druzes ou alaouites. Alors la France demanda à essayer par tous les moyens à donner une indépendance à toutes les communautés non sunnites, en commençant par la communauté chiite. À partir de 1923, les chiites ont eu leur indépendance juridique et on a instauré le tribunal Ja'farite et on lui a donné les mêmes attributions que le tribunal sunnite. C'était la même chose pour les Druzes qui ont accédé aussi à leurs propres tribunaux. Je passe à la quatrième démarche qui était une démarche plus générale qui concernait les autres confessions chrétiennes et musulmanes. C'était la mise en place par la France d'un système obligeant les communautés à donner un statut général à leur organisation. Dès le début de son mandat, la France voulait établir un statut général qui s'appliquerait à toutes les communautés libanaises et syriennes sans distinguer entre celles qui demeuraient depuis l'ancien régime à bénéficier d'une telle structure et celles qui n'avaient pas pu en jouir jusque-là. C'est ainsi que, dès 1924, une commission formée de conseillers du haut-commissaire fut chargée d'établir un projet de loi commune des statuts personnels. Un avant-projet fut ainsi soumis aux chefs religieux des communautés qui ne tardèrent pas à le rejeter pour la raison qu'il limitait gravement les immunités et privilèges dont les communautés jouissaient. Un autre arrêté fut promulgué le 28 avril 1926 par le haut-commissaire portant le numéro 261. Il avait pour objet de confier aux tribunaux civils le soin de juger désormais les litiges en matière de statut personnel. Il réduisait ainsi la compétence des juridictions confessionnelles, y compris les tribunaux charia, aux actions relatives au mariage. Cet arrêté devrait être complété par une codification générale des lois communautaires, par l'élaboration d'une législation civile des statuts personnels et l'institution du mariage civil. Les protestations violentes de la part de toutes les communautés à l'encontre du dit arrêté ont amené les autorités mandataires à ajourner son application. Il y avait aussi une lettre qui a été envoyée par le mufti de la République libanaise, le Cheikh Toufiq Khaled, au haut-commissaire en date de 1936, lui demandant le retrait, au moins la non-application de l'arrêté 1936 aux musulmans. Et après, le haut-commissaire a été obligé aussi d'écouter la voix du mufti Hassan Khaled et l'a abrogé uniquement concernant le musulman. Je ne vais pas rester plus longtemps que prévu, mais peut-être il faut signaler que 40 ans après le départ des Français, après la proclamation de l'indépendance, les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites et druzes, ont soutenu
l'idée qu'ils appartiennent tous à un Liban dans ses frontières. À Dar el-Fatwa, le 21 septembre 1933, les musulmans libanais se sont engagés à tout jamais à adhérer au Liban dans ses frontières définitives et à l'abolition du confessionnalisme politique. Parmi les déclarations qui ont été citées par les revendications islamiques qu'on appelle Sawabit al-Ashra, mentionnées, tout d'abord, le Liban est un État définitif avec ses frontières actuelles, internationalement reconnues, souverain, libre, indépendant, arabe dans son appartenance et dans sa réalité, ouvert au monde. Il appartient à tous les fils sur lesquels il exerce une autorité entière, mais en revanche, il leur doit l'assistance complète et l'égalité. Le septième déclaration insistait sur la suppression du confessionnalisme politique dans tous ses aspects et dans tous les rouages de l'État et ses institutions. Maintenant, en résumé, je dirais que le déblocage de l'État civil passe par la suppression du confessionnalisme politique à l'instauration du mariage civil. Bien que la Constitution évoque la sortie du système confessionnel et que la suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel, néanmoins, on continue à prétendre qu'il est nécessaire d'œuvrer à la déconfessionnalisation suivant un plan de plusieurs étapes. D'autre part, à chaque évocation des réformes du statut personnel, le débat sur le mariage civil se heurte à une opposition claire et définitive des autorités religieuses musulmanes. Les communautés chrétiennes marquent une position douteuse et ambiguë qui laisse entendre qu'ils sont favorables à un mariage civil obligatoire et non pas optionnel. À notre avis, à mon avis personnel, le mariage civil ne peut être constitutionnellement valide si les acquis confessionnels du régime politique restent inchangés. Or, il est acquis que le statut personnel s'adapte au régime politique confessionnel ou laïque du pays. Si je prends par exemple l'exemple, c'est un système laïque, on ne peut pas demander à la France, on ne peut pas demander aux députés français d'admettre un mariage religieux en même temps que le mariage civil. Pour la simple raison que le système politique français est un système laïque et quand il s'agit d'un système politique, il est un principe qu'on appelle en droit un principe de supraconstitutionnel. Pour changer tout ce qui est supraconstitutionnel, il y a un mécanisme particulier à adopter. Les statuts personnels toujours va avec le système politique. Un État laïque, il y a un mariage laïque ou un mariage civil. Dans un État confessionnel, on ne peut pas constitutionnellement admettre un mariage civil à l'intérieur du système confessionnel. Peut-être une solution que je peux donner, c'est tout d'abord de supprimer tous les tribunaux ecclésiastiques et shari'i, de faire un seul tribunal de statut personnel, un tribunal étatique de statut personnel. À l'intérieur de ce tribunal de statut personnel, tous les juges religieux ou les juges civils peuvent travailler ensemble. On laisse à tous les Libanais de choisir soit d'aller à un juge religieux, musulman ou chrétien, soit d'aller voir un juge civil. Je crois que c'est la seule option qu'on peut faire au Liban moderne. Et c'est en Égypte et je crois dans plusieurs pays arabes, ils ont adopté ces systèmes. Merci.